J'ai ensuite demandé à Steve son avis sur l'état d'Apple. N'oubliez pas que c'était en 1995, un an avant qu'il ne retourne chez Apple. Et aussi, après le rachat de Next par Apple, Steve a immédiatement vendu les actions d'Apple qu'il avait reçues dans le cadre de la vente. Apple est en train de mourir aujourd'hui. Apple meurt d'une mort très douloureuse. C'est une descente lente vers la disparition. La raison est simple. Quand je suis parti d'Apple, nous avions 10 ans d'avance sur tous les autres dans l'industrie. Le Macintosh était 10 ans en avance. Nous avons vu Microsoft prendre 10 ans pour nous rattraper. La raison pour laquelle ils ont pu nous rattraper, c'est parce que Apple est resté immobile. Le Macintosh vendu aujourd'hui est environ 25% différent de celui vendu le jour de mon départ. Ils ont dépensé des centaines de millions de dollars par an en R&D, probablement un total d'1 milliard de dollars en R&D. Qu'ont-ils obtenu en retour? Je ne sais pas. Ce qui s'est passé, c'est que la compréhension de comment faire avancer ces technologies et comment créer ces nouveaux produits a, d'une certaine manière, disparu. Je pense que beaucoup de bonnes personnes sont restées un certain temps, mais il n'y avait pas d'opportunité de se rassembler pour le faire, car il n'y avait pas de leadership pour diriger cela. Ce qui s'est passé chez Apple, c'est qu'ils sont tombés derrière dans de nombreux domaines, en termes de parts de marché, et plus important encore, leur différenciation a été érodée par Microsoft. Aujourd'hui, ils ont leur base installée, qui ne croît pas, qui diminue lentement, mais qui fournira un flux de revenus pendant plusieurs années. Mais c'est une pente descendante qui va simplement continuer à baisser. C'est malheureux et je ne pense pas que cela soit réversible à ce stade. Et Microsoft, c'est la machine maintenant, non? C'est comme une Ford Ltd qui avance dans le futur. Ce n'est certainement pas une Cadillac ni une BMW. C'est juste une machine lourde qui avance. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Comment ont-ils fait ça? L'essor de Microsoft a été rendu possible par une fusée Saturn V appelée IBM. Je sais que Bill se fâcherait si je disais cela, mais c'est évidemment la vérité. Mais, à leur crédit, Bill et Microsoft ont utilisé cette opportunité fantastique pour en créer d'autres pour eux-mêmes. La plupart des gens ne s'en souviennent pas, mais jusqu'en 1984, avec le Mac, Microsoft n'était pas dans le secteur des applications. Il était dominé par Lotus, et Microsoft a pris un gros pari en développant des logiciels pour le Mac. Ils ont sorti des applications qui étaient terribles, mais ils ont persévéré, les ont améliorées et ont fini par dominer le marché des applications pour Macintosh. Ensuite, ils ont utilisé ce tremplin avec Windows pour entrer sur le marché des PC avec ces mêmes applications et maintenant, ils dominent également le marché des applications sur PC. Ils ont deux caractéristiques. Premièrement, ce sont de très bons opportunistes, et je ne dis pas cela de manière négative. Deuxièmement, ils sont comme les Japonais, ils ne cessent jamais de progresser. Ils ont pu faire cela grâce au flux de revenus générés par leur accord avec IBM. Mais malgré tout, ils en ont tiré le meilleur parti, et je leur en donne beaucoup de crédit pour cela. Le seul problème avec Microsoft, c'est qu'ils n'ont absolument aucun goût. Ils n'ont absolument aucun goût. Et ce que je veux dire par là, ce n'est pas de manière insignifiante, mais dans un sens large. Ils n'ont pas d'idée originale et n'apportent pas beaucoup de culture dans leurs produits. Et vous pourriez dire, pourquoi est-ce important? Eh bien, les polices proportionnelles viennent de la typographie et des beaux livres. C'est de là que vient l'idée. Sans le Mac, ils n'auraient jamais eu cela dans leurs produits. Donc, je suis quelque peu attristé, non par le succès de Microsoft, je n'ai aucun problème avec leur succès, ils l'ont mérité pour la plupart, mais par le fait qu'ils produisent des produits de troisième catégorie. Leurs produits n'ont pas d'âme, aucun esprit d'éveil. Leurs produits sont très ordinaires, et ce qui est triste, c'est que la plupart des consommateurs n'ont pas cet esprit non plus. Mais la manière dont nous allons améliorer notre espèce est de prendre le meilleur et de le diffuser à tout le monde, pour que tout le monde grandisse avec de meilleures choses et commence à comprendre la subtilité de ces choses.
Et Microsoft, c'est comme McDonald's. C'est ça qui m'attriste. Ce n'est pas le fait que Microsoft ait gagné, mais que leurs produits ne montrent pas plus de perspicacité et de créativité. Alors, que faites-vous à ce sujet? Parlez-nous de Next. Eh bien, je ne fais rien à ce sujet. Parce que Next est une trop petite entreprise pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Je regarde simplement. Il n'y a vraiment rien que je puisse faire. Quand vous avez découvert ces ordinateurs et commencé à les inventer, et même avant cela, quand vous travaillez sur le HP 9100, vous parlez de la création de programmes. Quel type de programme les gens écrivaient-ils réellement avec ces machines? Eh bien, ce que nous faisions avec eux. Je vais vous donner un exemple simple. Quand nous concevions nos Blue Box, nous avons écrit beaucoup de programmes personnalisés pour nous aider à les concevoir et pour faire le travail fastidieux de calcul des fréquences principales et secondaires. Nous utilisions l'ordinateur pour calculer les erreurs potentielles dans les fréquences et voir ce qui était tolérable. Nous les utilisions beaucoup dans notre travail, mais beaucoup plus important encore, cela n'avait pas tant à voir avec leur utilité pratique. C'était plutôt leur capacité à être un miroir de votre processus de pensée, un outil pour apprendre à penser. Je pense que la plus grande valeur d'apprendre à programmer un ordinateur, c'est que cela vous enseigne comment réfléchir. Je pense que tout le monde dans ce pays devrait apprendre à programmer un ordinateur, à apprendre un langage informatique, car cela vous apprend à penser. C'est comme aller à l'école de droit. Je ne pense pas que tout le monde doive devenir avocat, mais je pense que suivre des études de droit peut être utile parce que cela vous enseigne une façon particulière de penser. De la même manière, la programmation informatique vous apprend à penser d'une manière légèrement différente. Donc, je considère que l'informatique est une sorte d'art libéral. Cela devrait être quelque chose que tout le monde apprend. Vous prenez une année dans votre vie pour apprendre à programmer. J'ai appris APL, ce qui est probablement en partie la raison pour laquelle je traverse la vie de travers. Eh bien, avez-vous trouvé cela enrichissant? Vous a-t-il appris à penser différemment? Pas tellement avec APL, mais d'autres langages peut-être plus. Mais j'ai commencé avec APL. L'Apple II a été un succès incroyable et l'entreprise a grandi très vite, devenant publique, et vous êtes devenu très riche. C'est comment de devenir riche? C'est comment? Assez intéressant. J'avais une valeur de plus d'1 million de dollars quand j'avais 23 ans, plus de 10 millions à 24 ans et plus de 100 millions à 25 ans. Mais cela n'était pas si important car je ne l'ai jamais fait pour l'argent. Je pense que l'argent est une chose merveilleuse parce qu'il vous permet de réaliser des idées qui n'ont pas de retour sur investissement à court terme et des choses comme ça. Mais à ce stade de ma vie, ce n'était pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'était l'entreprise, les personnes, les produits que nous fabriquions et ce que nous allions permettre aux gens de faire avec ces produits. Donc, je n'y pensais pas beaucoup. Je n'ai jamais vendu d'actions et je croyais vraiment que l'entreprise réussirait sur le long terme. L'une des étapes importantes dans le développement de l'ordinateur personnel a été le travail pionnier effectué au centre de recherche de Xerox à Palo Alto, que Steve a visité pour la première fois en 1969. 3 ou 4 personnes n'arrêtaient pas de me pousser à aller voir ce qu'ils faisaient là-bas chez Xerox PARC. Alors j'y suis finalement allé. Ils ont été très gentils et m'ont montré sur quoi ils travaillaient. Ils m'ont montré 3 choses principales. Mais j'étais tellement fasciné par la première que je n'ai même pas vraiment vu les 2 autres. L'une des choses qu'ils m'ont montré était la programmation orientée objet. Ils me l'ont montré, mais je ne l'ai même pas remarqué. Un système d'ordinateurs en réseau. Ils avaient plus de 100 ordinateurs Alto, tous en réseau, utilisant des emails, etc. Je n'avais même pas remarqué cela. J'étais tellement ébloui par la première chose qu'ils m'ont montrée
l'interface graphique. Je pensais que c'était la meilleure chose que j'avais jamais vue dans ma vie. Maintenant, rappelez-vous, ce que nous avons vu était imparfait, incomplet. Ils avaient fait beaucoup d'erreurs, mais nous ne le savions pas à l'époque. Pourtant, l'idée de base était là et ils l'avaient très bien réalisée. Et en l'espace de 10 minutes, il était évident pour moi que tous les ordinateurs fonctionneraient de cette manière un jour. C'était évident. On pouvait débattre du nombre d'années que cela prendrait ou de qui seraient les gagnants et les perdants, mais il n'y avait aucun doute sur son inévitabilité. C'était tellement clair. Vous auriez ressenti la même chose si vous aviez été là. C'est exactement ce que Paul Allen a dit. Oui, c'est vraiment intéressant, c'est évident. Mais il y a eu 2 visites. Vous avez vu ça? Puis vous êtes revenu avec d'autres personnes, n'est-ce pas? Oui, et que s'est-il passé lors de la 2e visite? Ils vous ont fait attendre un moment? Non, non. Eh bien, Adele Goldberg dit le contraire. Que voulez-vous dire? Eh bien, c'est elle qui a fait la démonstration quand le groupe est revenu. Elle a dit qu'elle avait refusé de faire la démo pendant 3 heures et qu'ils vous avaient emmené voir d'autres choses pendant qu'elle débattait avec les autres. Oh, vous voulez dire qu'ils étaient réticents à nous montrer la démo? Elle l'était, oui. D'accord. Je n'en avais aucune idée. Je ne me souviens pas de cela. Je pensais que vous faisiez référence à autre chose. Mais ils étaient très habiles. Oui, mais ils nous ont finalement montré la démo. Et c'est une bonne chose qu'ils nous l'aient montrée, car la technologie a échoué chez Xerox. Pourquoi? Oh, j'y ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup appris à ce sujet avec John Scully par la suite, et je pense comprendre assez bien maintenant. Ce qui se passe, c'est que comme avec John Scully, John venait de PepsiCo, et chez eux, changer de produit était quelque chose qui arrivait une fois tous les 10 ans. Pour eux, un nouveau produit, c'était une nouvelle taille de bouteille. Donc, si vous travailliez sur les produits, vous ne pouviez pas vraiment changer la trajectoire de l'entreprise. Alors, qui influençait le succès de PepsiCo? Les personnes du marketing et des ventes. Ce sont elles qui étaient promues et qui finissaient par diriger l'entreprise. Pour PepsiCo, ça fonctionnait peut-être, mais il se trouve que la même chose peut arriver dans les entreprises technologiques qui obtiennent des monopoles, comme IBM et Xerox. Si vous étiez une personne axée sur les produits chez IBM ou Xerox, vous pouviez faire une meilleure photocopieuse ou un meilleur ordinateur. Mais alors quoi? Quand vous avez une part de marché monopolistique, ça ne rend pas l'entreprise plus performante. Donc, les personnes qui pouvaient faire prospérer l'entreprise étaient celles du marketing et des ventes, et elles finissaient par diriger ces entreprises. Les personnes centrées sur les produits étaient exclues des processus de décision, et les entreprises oubliaient ce que cela signifiait de fabriquer de bons produits. Le sens du produit et le génie des produits, qui avaient amené ces entreprises à leur position de monopole, se détérioraient. Les personnes qui dirigeaient ces entreprises n'avaient aucune idée de ce qu'était un bon produit par rapport à un mauvais produit. Elles n'avaient aucune idée du savoir-faire nécessaire pour transformer une bonne idée en un bon produit. Et elles n'avaient généralement pas cette volonté de vraiment aider les clients. C'est ce qui est arrivé chez Xerox. Les gens de Xerox PARC appelaient ceux qui dirigeaient Xerox des têtes de tonnerre. Ces têtes de tonnerre venaient à Xerox PARC et n'avaient aucune idée de ce qu'ils voyaient. Et pour notre public, le tonnerre est ce que l'on met dans une photocopieuse. Oui, le tonnerre est ce que vous ajoutez à une photocopieuse industrielle, cette poudre noire. Donc, essentiellement, c'était des têtes de photocopieurs qui n'avaient aucune idée de ce qu'un ordinateur pouvait faire. Et ainsi, ils ont saisi la défaite au milieu de la plus grande victoire de l'industrie informatique. Toute l'industrie informatique d'aujourd'hui aurait pu être à eux. Ils auraient pu être une entreprise 10 fois plus grande, auraient pu être l'IBM des années 90 ou même le Microsoft des années 90. Mais bon, tout cela appartient à l'histoire ancienne et ça n'a plus vraiment d'importance aujourd'hui. Vous avez mentionné IBM. Lorsque IBM est entré sur le marché, cela a-t-il été intimidant pour vous chez Apple? Oh, bien sûr. Apple était alors une entreprise d'1 milliard de dollars et IBM, à cette époque,
était probablement une entreprise de plus de 30 milliards de dollars entrant sur le marché. C'était effrayant, oui. Nous avons fait une grosse erreur, cependant. Le premier produit d'IBM était terrible, vraiment mauvais. Et nous avons fait l'erreur de ne pas réaliser qu'une multitude d'autres personnes avaient un intérêt très fort à aider IBM à améliorer ce produit. Si ça n'avait tenu qu'à IBM, ils auraient échoué, mais IBM a eu un génie dans leur approche. Ils ont su donner à beaucoup d'autres un intérêt à leur succès. Et c'est ce qui les a sauvés à la fin. Alors, vous êtes revenu de votre visite chez Xerox PARC avec une vision. Comment avez-vous mis cette vision en œuvre? Eh bien, j'ai réuni nos meilleurs éléments et nous avons commencé à travailler dessus. Le problème, c'est que nous avions embauché beaucoup de gens venant de Hewlett-Packard et ils ne comprenaient pas cette idée. Ils ne comprenaient pas. Je me souviens d'avoir eu des discussions dramatiques avec certaines de ces personnes qui pensaient que la chose la plus cool dans une interface utilisateur était les touches soft en bas de l'écran. Ils n'avaient aucune idée des polices proportionnelles, aucun concept de la souris. D'ailleurs, je me souviens d'avoir débattu avec ces personnes qui me criaient dessus, affirmant qu'il nous faudrait 5 ans pour concevoir une souris et que cela coûterait 300 $ à produire. J'en ai finalement eu assez. Je suis sorti, j'ai trouvé David Kelly Design et je leur ai demandé de concevoir une souris. En 90 jours, nous avions une souris que nous pouvions produire pour 15 $ et elle était d'une fiabilité phénoménale. Je me suis rendu compte que, d'une certaine manière, Apple n'avait pas les personnes de la qualité nécessaire pour saisir cette idée, à bien des égards. Il y avait un noyau dur qui comprenait, mais la majorité de l'équipe, principalement composée d'anciens employés de Hewlett-Packard, n'avait aucune idée de ce qui se passait. Cela devient une question de professionnalisme, avec ses côtés sombres et lumineux, n'est-ce pas? Non, vous savez ce que c'est? Ce n'est pas une question de côté sombre ou lumineux. C'est que les gens se perdent, les entreprises se perdent quand elles commencent à grandir. Elles veulent reproduire leur succès initial et beaucoup pensent qu'il y a une sorte de magie dans le processus de création de ce succès. Alors elles essaient de rendre ce processus institutionnel à travers l'entreprise. Et très vite, les gens finissent par confondre le processus avec le contenu. C'est finalement ce qui a causé la chute d'IBM. IBM avait les meilleurs gestionnaires de processus au monde, mais ils ont oublié le contenu. Et c'est ce qui est un peu arrivé chez Apple aussi. Nous avions beaucoup de gens qui étaient excellents dans la gestion des processus, mais qui n'avaient aucune idée du contenu. Dans ma carrière, j'ai découvert que les meilleures personnes étaient celles qui comprenaient vraiment le contenu. Elles sont souvent difficiles à gérer, mais cela en vaut la peine parce qu'elles sont excellentes en contenu. Et c'est ce qui fait les bons produits. Ce n'est pas le processus, c'est le contenu. Nous avons eu ce problème chez Apple. Ce problème a finalement donné naissance au Lisa, qui a eu ses moments de brillance. D'une certaine manière, il était très en avance sur son temps, mais il n'y avait pas assez de compréhension fondamentale du contenu. Apple s'était trop éloigné de ses racines. Ces gars de Hewlett-Packard pensaient que 10 000 $, c'était bon marché, alors que pour notre marché et nos canaux de distribution, 10 000 $ était impossible. Nous avons donc produit un produit qui était complètement en décalage avec la culture de notre entreprise, avec l'image de notre entreprise, avec les canaux de distribution de notre entreprise et avec nos clients actuels. Aucun d'entre eux ne pouvait se permettre un produit comme celui-là, et cela a échoué. Et John Couch s'est battu pour la direction du projet Lisa, et j'ai perdu. C'est exact. Comment cela s'est-il passé? Eh bien, je pensais que le Lisa était en sérieuse difficulté, qu'il allait dans une très mauvaise direction, comme je viens de le décrire. Et je n'ai pas pu convaincre suffisamment de personnes, y compris la direction d'Apple, que c'était le cas. Nous dirigeons l'entreprise en équipe, pour la plupart du temps, et j'ai perdu. À ce moment-là, j'ai broyé du noir pendant quelques mois, mais peu de temps après, il m'est apparu très clairement que si nous ne faisions rien,
l'Apple II perdait de son élan et nous devions faire quelque chose rapidement avec cette technologie. Sinon, Apple risquait de cesser d'exister comme l'entreprise que nous connaissions. Alors j'ai formé une petite équipe pour travailler sur le Macintosh. Nous étions en quelque sorte en mission pour sauver Apple. Personne d'autre ne pensait cela, mais il s'avère que nous avions raison. Et au fur et à mesure que le Mac évoluait, il devenait très clair que c'était aussi un moyen de réinventer Apple. Nous avons tout réinventé. La fabrication, j'ai visité probablement 80 usines automatisées au Japon et nous avons construit la première usine d'ordinateurs automatisés au monde ici en Californie. Nous avons adopté le microprocesseur 68000 utilisé par Lisa et avons négocié un prix 5 fois inférieur à celui que Lisa payait, car nous allions l'utiliser en bien plus grande quantité. Nous avons vraiment commencé à concevoir ce produit qui devait se vendre pour 1 000 $, appelé le Macintosh. Nous n'avons pas réussi à atteindre ce prix, mais nous aurions pu le vendre à 2 000 $, bien que nous soyons finalement sortis à 2 500 $. Nous avons passé 4 ans de notre vie à faire cela. Nous avons construit le produit, l'usine automatisée pour fabriquer la machine. Nous avons créé un tout nouveau système de distribution, une approche marketing complètement différente. Je pense que cela a plutôt bien fonctionné. Comment avez-vous motivé cette équipe? Je veux dire, vous deviez la guider, non? Nous devions constituer une équipe, la motiver, la guider et travailler avec elle. Nous avons interviewé beaucoup de gens de l'équipe Macintosh et ce qui ressort toujours, c'est votre passion, votre vision. Comment classez-vous vos priorités dans le développement d'un produit important pour vous? L'une des choses qui a vraiment blessé à Apple, c'est qu'après mon départ, John Sculley a attrapé une maladie très grave. C'est une maladie que j'ai vue chez d'autres personnes aussi. C'est la maladie de penser qu'une idée géniale représente 90% du travail et que si vous dites simplement à tout le monde « Voici cette idée géniale », ils pourront la concrétiser sans problème. Le problème avec cela, c'est qu'il y a une quantité énorme de savoir-faire entre une idée géniale et un excellent produit. Lorsque cette idée évolue, elle change et grandit. Elle ne sort jamais exactement comme elle a commencé, parce que vous en apprenez beaucoup plus au fur et à mesure que vous entrez dans ces subtilités. Vous découvrez également qu'il y a de nombreux compromis à faire. Vous ne pouvez pas tout faire avec les électrons, avec le plastique, le verre ou les usines ou même les robots. Concevoir un produit, c'est garder en tête 5000 concepts et essayer de les assembler pour obtenir ce que vous voulez. Et chaque jour, vous découvrez quelque chose de nouveau, un nouveau problème ou une nouvelle opportunité pour ajuster ces choses. Et c'est ce processus qui est la véritable magie. Nous avions beaucoup d'idées au départ, mais ce que j'ai toujours ressenti, c'est qu'une équipe de personnes faisant quelque chose en quoi elles croient vraiment, c'est comme quand j'étais enfant, il y avait un homme veuf qui vivait en haut de la rue. Il avait dans les 80 ans, il faisait un peu peur, et j'ai appris à le connaître un peu. Je crois qu'il me payait pour tondre sa pelouse ou quelque chose comme ça. Un jour, il m'a dit « Viens dans mon garage, je veux te montrer quelque chose ». Il a sorti ce vieux tonneau à polir, un moteur, une boîte de conserve et une petite courroie entre les deux. Il m'a dit « Viens avec moi ». Nous sommes allés derrière chez lui et nous avons ramassé des cailloux, de simples cailloux laids. Nous les avons mis dans la boîte de conserve avec un peu de liquide et une pincée de poudre abrasive. Nous avons refermé la boîte et il a mis le moteur en marche. Il m'a dit « Reviens demain ». La boîte faisait un vacarme terrible à cause des pierres qui tournaient. Je suis revenu le lendemain, nous avons ouvert la boîte et nous avons sorti ces pierres magnifiquement polies. Les mêmes pierres ordinaires qui étaient entrées dans la boîte en se frottant les unes contre les autres, avec un peu de friction, un peu de bruit, étaient ressorties comme de belles pierres polies.
Et c'est toujours resté dans mon esprit comme une métaphore pour une équipe qui travaille très dur sur quelque chose dont elle est passionnée. C'est à travers l'équipe, à travers ce groupe de personnes incroyablement talentueuses qui se frottent les unes aux autres, qui ont des discussions, parfois des disputes, en faisant du bruit, qu'ils se polissent mutuellement et polissent les idées. Et ce qui en ressort, ce sont de belles pierres polies. C'est difficile à expliquer. Ce n'est certainement pas le résultat d'une seule personne. Les gens aiment les symboles, alors je suis devenu le symbole de certaines choses. Mais en réalité, c'était un travail d'équipe sur le Mac. But there are also people who now say that they don't have the energy anymore to work for you. Dans ma vie, j'ai observé quelque chose assez tôt chez Apple. Je ne savais pas comment l'expliquer à l'époque, mais j'y ai beaucoup réfléchi depuis. Dans la plupart des choses de la vie, l'écart entre la moyenne et le meilleur est au maximum de 2 à 1. Si vous prenez un chauffeur de taxi moyen à New York et le comparez au meilleur chauffeur de taxi, vous arriverez peut-être à destination 30% plus vite avec le meilleur. Dans une voiture, quelle est la différence entre une voiture moyenne et la meilleure? Peut-être 20%. Entre le meilleur lecteur CD et un lecteur CD moyen, peut-être aussi 20%. Donc, un rapport de 2 à 1 est déjà une grande différence dans la plupart des aspects de la vie. Mais dans le logiciel, et cela était vrai aussi pour le matériel, la différence entre le moyen et le meilleur est de 50 à 1, voire de 100 à 1, facilement. Peu de choses dans la vie sont comme cela, mais j'ai eu la chance de passer ma vie dans un domaine où c'est le cas. J'ai basé beaucoup de mon succès sur le fait de trouver ces personnes vraiment douées et de ne pas me contenter de recruter des personnes de second ordre, mais vraiment de viser les A-players. J'ai découvert quelque chose. Quand vous rassemblez suffisamment de A-players, lorsque vous faites tout ce travail incroyable pour en trouver 5, ces personnes aiment vraiment travailler ensemble. Parce qu'elles n'ont jamais eu cette opportunité auparavant et elles ne veulent pas travailler avec des gens moins talentueux. Cela devient donc autorégulé. Elles ne veulent embaucher que d'autres A-players. Et vous créez ces poches de talent qui se propagent. C'est ce qu'était l'équipe Mac. Ils étaient tous des A-players. Ces personnes étaient incroyablement talentueuses. Mais il y a aussi des gens qui disent aujourd'hui qu'ils n'ont plus l'énergie de travailler pour vous. Oh, bien sûr. Je pense que si vous parlez à beaucoup de personnes de l'équipe Mac, elles vous diront que c'était la période où elles ont travaillé le plus dur de leur vie. Certaines vous diront que c'était la période la plus heureuse de leur vie. Mais je pense que toutes vous diront que c'était certainement l'une des périodes les plus intenses. Des expériences qu'ils chériront pour le reste de leur vie. Oui, ils l'ont fait. Certaines de ces choses ne sont pas durables pour certaines personnes. Que signifie le fait de dire à quelqu'un que son travail est nul? Cela signifie parfois que je pense que son travail est nul. Et parfois je me trompe. Mais en général, cela signifie que leur travail est loin d'être suffisamment bon. Nous avons une citation de Bill Atkinson qui dit que lorsque vous dites que le travail de quelqu'un est nul, vous voulez vraiment dire « je ne comprends pas tout à fait, pouvez-vous me l'expliquer ?» Non, ce n'est généralement pas ce que je veux dire. Quand vous avez des personnes vraiment compétentes, elles savent qu'elles sont bonnes et il n'est pas nécessaire de flatter leur ego. Ce qui compte vraiment, c'est le travail. Tout le monde sait que c'est tout ce qui compte. Les gens comptent sur les autres pour accomplir des parties spécifiques du projet. La chose la plus importante que vous puissiez faire pour quelqu'un de vraiment compétent, sur qui on compte beaucoup, c'est de leur dire
que leur travail n'est pas assez bon de manière très claire et d'expliquer pourquoi. Il faut les remettre sur la bonne voie d'une manière qui ne remette pas en cause la confiance en leurs capacités, mais qui laisse peu de place à l'interprétation. C'est leur travail qui n'est pas à la hauteur de l'objectif de l'équipe. C'est une chose difficile à faire et j'ai toujours adopté une approche très directe. Je pense que si vous parlez aux personnes qui ont travaillé avec moi, les gens vraiment talentueux trouveront cela bénéfique. Certaines personnes l'ont détesté, bien sûr, mais je fais partie de ces gens qui n'ont pas besoin d'avoir raison. Je me soucie juste de réussir. Vous trouverez beaucoup de personnes qui vous diront que j'avais une opinion très forte et que, après avoir vu des preuves contraires, j'ai changé d'avis en 5 minutes. Parce que je suis comme ça. Ça ne me dérange pas d'avoir tort, et je l'admets souvent. Cela ne m'importe pas vraiment. Ce qui m'importe, c'est de faire ce qu'il faut. Comment et pourquoi Apple s'est-il lancé dans la publication assistée par ordinateur, qui deviendra l'application phare du Mac? Je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons reçu le premier moteur d'imprimante laser de Canon livré aux États-Unis chez Apple. Nous l'avions branché sur un Lisa pour créer des images avant tout le monde, bien avant HP et Adobe. Mais j'entendais souvent des gens me dire « Il y a des gars dans un garage, d'anciens de Xerox PARC, tu dois aller les voir. » Alors je suis finalement allé les voir. Ce qu'ils faisaient était meilleur que ce que nous faisions et ils voulaient devenir une entreprise de matériel, fabriquer des imprimantes et tout le reste. Je les ai convaincus de devenir une entreprise de logiciels. En 2 ou 3 semaines, nous avons annulé notre projet interne. Beaucoup de gens voulaient me tuer pour ça, mais nous l'avons fait. J'ai conclu un accord avec Adobe pour utiliser leur logiciel et nous avons acheté 19,9% d'Adobe chez Apple. Ils avaient besoin de financement et nous voulions avoir un peu de contrôle. Ensuite, nous avons reçu les moteurs de Canon. Nous avons conçu le premier contrôleur d'imprimante laser chez Apple et nous avons obtenu le logiciel d'Adobe. Nous avons lancé la LaserWriter. Personne chez Apple ne voulait le faire, sauf quelques-uns d'entre nous dans l'équipe Mac. Tout le monde pensait qu'une imprimante à 7 700 $ était folle. Qu'ils ne comprenaient pas, c'est que vous pouviez la partager via Apple Talk. Ils le comprenaient intellectuellement, mais pas viscéralement, parce que le dernier produit vraiment cher que nous avions essayé de vendre était le Lisa. Nous avons donc poussé ce projet à travers, malgré quelques réticences, et c'était la première imprimante laser sur le marché, comme vous le savez, et le reste appartient à l'histoire. Quand j'ai quitté Apple, Apple était la plus grande entreprise d'imprimante, mesurée par chiffre d'affaires dans le monde. Wow! Apple a perdu cette distinction au profit de Hewlett-Packard environ 3 ou 4 ans après mon départ, malheureusement. Mais quand je suis parti, Apple était la plus grande entreprise d'imprimante au monde. Aviez-vous envisagé l'édition assistée par ordinateur comme une évidence? Oui, mais nous avions également envisagé le bureau en réseau. En janvier 1985, lors de notre réunion annuelle, pour présenter nos nouveaux produits, j'ai probablement commis la plus grande erreur marketing de ma carrière. En 1985? Oui, 1985, désolé. J'ai probablement fait la plus grande erreur marketing de ma carrière en annonçant le Macintosh Office, au lieu de simplement nous concentrer sur l'édition assistée par ordinateur. Nous avions intégré l'édition assistée par ordinateur comme un élément majeur, mais nous avons annoncé plein d'autres choses. Et je pense que nous aurions dû nous concentrer uniquement sur l'édition assistée par ordinateur à ce moment-là. Après de sérieux désaccords avec le PDG d'Apple, John Sculley, Steve a quitté l'entreprise en 1989.
Parlez-nous de votre départ d'Apple. Oh, c'était très douloureux. Je ne suis même pas sûr de vouloir en parler. Que puis-je dire? J'ai embauché la mauvaise personne. C'était Scully, oui, et il a détruit tout ce pour quoi j'avais travaillé pendant 10 ans, en commençant par moi. Mais ce n'était pas la partie la plus triste. J'aurais volontiers quitté Apple si cela avait tourné comme je l'avais imaginé. Il est monté à bord d'une fusée prête à décoller. La fusée a décollé et ça lui est monté à la tête. Il a cru qu'il avait construit la fusée. Puis il a changé la trajectoire, si bien qu'elle était inévitablement destinée à s'écraser. Avant le lancement du Macintosh, c'était toujours le duo Steve et John, n'est-ce pas? Vous étiez un peu inséparables pendant un moment. Puis quelque chose s'est produit pour vous séparer, non? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'industrie est entrée en récession à la fin de 1984. Les ventes ont commencé à se contracter sérieusement. Et John ne savait pas quoi faire, il n'avait pas la moindre idée. Il y avait un vide de leadership au sommet d'Apple. Les directeurs généraux des divisions étaient assez forts. Je dirigeais la division Macintosh, quelqu'un d'autre dirigeait la division Apple II, etc. Il y avait problème dans certaines divisions, par exemple dans la division stockage, qui avait un dirigeant complètement à côté de la plaque. Tous ces problèmes ont été exacerbés par la contraction du marché et il n'y avait pas de leadership. John était dans une situation où le conseil d'administration n'était pas content et où il risquait de ne plus rester longtemps dans l'entreprise. Une chose que je n'avais jamais vue chez John jusqu'à ce moment-là, c'est son incroyable instinct de survie. Quelqu'un m'a dit un jour que cet homme n'était pas devenu président de PepsiCo sans ses instincts. Et c'était vrai. John a décidé que le coupable idéal de tous ces problèmes serait moi. Nous sommes donc entrés en conflit et John avait cultivé une relation très proche avec le conseil d'administration qui le croyait. C'est ce qui s'est passé. Y avait-il des visions concurrentes pour l'entreprise? Oh, certainement. Enfin, pas vraiment des visions concurrentes pour l'entreprise, parce que je ne pense pas que John avait une vision pour l'entreprise. C'était pas vraiment une question de vision, mais plutôt d'exécution. Ma conviction était qu'Apple avait besoin d'un leadership beaucoup plus fort pour unir les différentes factions que nous avions créées avec les divisions. Que le Macintosh représentait l'avenir d'Apple. Réduire drastiquement les dépenses dans le secteur de l'Apple II et investir massivement dans celui du Macintosh. Des choses comme ça. Et la vision de John était qu'il devait rester PDG de l'entreprise et tout ce qui l'aiderait à atteindre cet objectif serait acceptable. Je pense qu'Apple était dans un état de paralysie au début de 1985 et à cette époque, je n'étais probablement pas capable de diriger l'entreprise dans son ensemble. J'avais 30 ans et je ne pense pas avoir eu assez d'expérience pour diriger une entreprise de 2 milliards de dollars. Malheureusement, John n'en avait pas non plus. On m'a donc dit très clairement qu'il n'y avait pas de poste pour moi. C'était vraiment, vraiment tragique. Sibérie. Cela aurait été beaucoup plus intelligent pour Apple de me laisser travailler sur quelque chose de nouveau. J'ai proposé de créer une division de recherche, de me donner quelques millions par an, et j'irais recruter des personnes talentueuses pour travailler sur la prochaine grande innovation. On m'a dit qu'il n'y avait aucune opportunité de faire cela. Mon bureau m'a été retiré. C'était, si je continue à parler de ça, je vais m'émouvoir. Mais peu importe, je ne suis qu'une personne et l'entreprise représentait beaucoup plus que moi. Ce n'est pas la partie importante. La partie importante, c'est que les valeurs d'Apple ont été systématiquement détruites au cours des années suivantes. Nous avons parlé de Next, l'entreprise que Steve dirigeait en 1995,
et qu'Apple allait bientôt racheter. Le logiciel Next deviendrait le cœur du Mac sous la forme de macOS. Vous ne voulez pas entendre parler de Next, n'est-ce pas? Si, je veux en entendre parler. Peut-être que le mieux est que je vous dise ce qu'est Next aujourd'hui. Parce que dans toute l'histoire de l'informatique, il n'y a pas eu beaucoup d'innovation. L'innovation dans l'industrie se passe maintenant dans le domaine du logiciel. Et il n'y a pas eu de révolution dans la manière dont nous créons des logiciels depuis longtemps. En fait, cela s'est empiré. Alors que le Macintosh était une révolution pour l'utilisateur final, rendant les choses plus faciles à utiliser, c'était l'inverse pour le développeur. Le développeur en a payé le prix, et écrire des logiciels est devenu beaucoup plus compliqué, même si c'était plus simple pour l'utilisateur. Aujourd'hui, le logiciel s'infiltre dans tout ce que nous faisons. Dans les entreprises, le logiciel est l'une des armes compétitives les plus puissantes. Le coup de maître en affaires de ces dernières années a été la campagne Friends and Family de MCE. Et qu'est-ce que c'était? C'était une idée brillante, rendue possible grâce à des logiciels de facturation personnalisés. On mit 18 mois à répondre, cédant des milliards de dollars de parts de marché à MCE. Non pas parce qu'ils étaient stupides, mais parce qu'ils ne pouvaient pas finaliser le logiciel de facturation. Donc, de cette manière, et de bien d'autres plus petites, le logiciel devient une force incroyable dans ce monde. Il permet de fournir de nouveaux biens et services aux gens, que ce soit via Internet ou d'autres moyens. Le logiciel va devenir un facilitateur majeur dans notre société. Nous avons pris une autre de ces idées brillantes et originales de Xerox PARC que j'ai vue en 1969, mais que je n'avais pas vraiment bien saisie à l'époque, appelée technologie orientée objet, et nous l'avons perfectionnée et commercialisée ici, devenant ainsi le plus grand fournisseur de cette technologie sur le marché. Cette technologie orientée objet permet de créer des logiciels 10 fois plus rapidement, et ils sont meilleurs. C'est ce que nous faisons. Nous avons une petite à moyenne entreprise et nous sommes le plus grand fournisseur d'objets. Nous sommes une entreprise de 50 à 75 millions de dollars avec environ 300 employés. C'est ce que nous faisons. La fin de la 3e émission est en fait le moment où nous regardons vers l'avenir, car Channel 4 nous a demandé de le faire. Alors, quelle est votre vision dans 10 ans avec cette technologie que vous développez? Eh bien, je pense que l'Internet et le Web sont deux des choses les plus excitantes qui se passent dans le domaine des logiciels et de l'informatique aujourd'hui. Je pense que l'une de ces choses est la technologie orientée objet, mais l'autre est le Web. Le Web est incroyablement excitant parce qu'il est l'accomplissement de beaucoup de nos rêves, que l'ordinateur ne serait pas principalement un appareil de calcul, mais qu'il se métamorphoserait en un appareil de communication. Et avec le Web, cela se réalise enfin. Deuxièmement, c'est excitant parce que Microsoft ne le possède pas. Et donc, il y a énormément d'innovation. Je pense que le Web va avoir un impact profond sur notre société. Environ 15% des biens et services aux États-Unis sont vendus via des catalogues ou à la télévision. Et tout cela va passer sur le Web. Des milliards, des dizaines de milliards de dollars de biens et services vont être vendus sur le Web. Une manière de le voir est que c'est le canal de distribution direct ultime vers le client. Une autre manière de le voir est que la plus petite entreprise du monde peut sembler aussi grande que la plus grande entreprise du monde sur le Web. Je pense que lorsque nous regarderons en arrière dans 10 ans, le Web sera la technologie définissante, le moment social marquant pour l'informatique. Je pense que ça va être immense. Je pense que cela a insufflé une nouvelle génération de vie à l'informatique personnelle. Et je pense que ça va être immense. Oui, et vous créez des logiciels pour cela, n'est-ce pas? Oh, absolument, mais tout le monde le fait aussi.
Peu importe ce que nous faisons en tant qu'industrie, le web va ouvrir une toute nouvelle porte à ce secteur. C'est encore une de ces choses qui, une fois que c'est arrivé, paraissent évidentes. Mais il y a 5 ans, qui aurait pu deviner? C'est vrai. N'est-ce pas merveilleux l'endroit où nous vivons? Je voulais en savoir plus sur la passion de Steve, ce qui le motivait. J'ai lu un article qui était très jeune dans Scientific American. Il mesurait l'efficacité de la locomotion pour différentes espèces sur la planète, comme les ours, les chimpanzés, les ratons laveurs, les oiseaux et les poissons. Combien de kilocalories par kilomètre dépensait-il pour se déplacer? Les humains étaient aussi mesurés. Le condor a remporté la première place, c'était l'espèce la plus efficace, et l'humanité, la couronne de la création, est arrivée avec un résultat peu impressionnant, environ au tiers du classement. Mais quelqu'un a eu l'idée brillante de tester un humain sur un vélo. L'humain a dépassé le condor, hors des graphiques. Je me souviens que cela m'a vraiment marqué. Je me suis souvenu que les humains sont des créateurs d'outils et que nous construisons des outils qui peuvent amplifier de manière spectaculaire nos capacités humaines innées. Très tôt chez Apple, nous avons créé une publicité qui disait que l'ordinateur personnel était la bicyclette de l'esprit. Je le crois avec chaque fibre de mon être. Parmi toutes les inventions de l'humanité, l'ordinateur figurera parmi les plus grandes, sinon la plus grande, à mesure que l'histoire se déroulera. Et c'est l'outil le plus impressionnant que nous ayons jamais inventé. Je me sens incroyablement chanceux d'être exactement au bon endroit, dans la Silicon Valley, au bon moment dans l'histoire, là où cette invention a pris forme. Et comme vous le savez, lorsque vous définissez une trajectoire dans l'espace, si vous changez légèrement la direction au début, cela fait une énorme différence à plusieurs kilomètres de distance. Je pense que nous sommes encore au début de cette trajectoire, et si nous pouvons l'orienter dans la bonne direction, ce sera quelque chose de bien meilleur à mesure que cela progressera. Cela nous apporte à tous, associés à ce projet, une grande satisfaction. Mais comment savez-vous quelle est la bonne direction? Eh bien, au final, tout se résume au goût. Cela revient à essayer de vous exposer aux meilleures choses que les humains ont faites, puis d'essayer d'apporter ces choses dans ce que vous faites. Picasso avait une citation qui disait « Les bons artistes copient, les grands artistes volent ». Nous avons toujours été sans honte à voler de grandes idées. Je pense qu'une partie de ce qui a rendu le Macintosh génial, c'est que les gens qui travaillaient dessus étaient des musiciens, des poètes, des artistes, des zoologistes et des historiens, qui se trouvaient également être les meilleurs informaticiens du monde. Mais s'ils n'avaient pas fait de l'informatique, ils auraient accompli des choses incroyables dans d'autres domaines. Ils ont apporté une approche très libérale à cet effort, une approche issue des arts libéraux, et nous voulions intégrer le meilleur que nous avions vu dans d'autres domaines à l'informatique. Je ne pense pas que vous obteniez cela avec une approche trop étroite. Une des questions que j'ai posées à tout le monde dans cette série était « Êtes-vous un hippie ou un nerd ?» Si je devais choisir entre ces deux-là, je suis clairement un hippie. Vraiment? Oui, absolument.